Cette émission vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à découvrir les nombreux trésors de cette magnifique région de l'Est du Québec, là où le fleuve et les îles font partie du quotidien. Et par Aviation MH de Rivière-du-Loup et son propriétaire, Martin Yvon. Profitez des services de taxi aérien et d'introduction à la voltige. Survolez la région, seul ou entre amis. 88 894 7492. Les îles du Saint-Laurent. Nous les voyons chaque jour, mais les connaissons-nous vraiment? La majorité semble calme et abandonnée, alors qu'en fait, elles regorgent de vie, ont gardé leur caractère sauvage et sont des havres pour des milliers d'oiseaux. Dans les minutes qui vont suivre, je vous invite à découvrir avec moi ces îles au trésor. Ici Michel Harvey, bienvenue à cette émission des Îles au trésor. Cette semaine, nous poursuivons notre périple sur l'île aux lièvres. Nous découvrirons également l'archipel des Pèlerins, aussi propriété de la Société du Vénard. Notre chroniqueuse Mireille Poulain nous parlera du Faucon pèlerin, tandis que Jean-David Viel nous entretiendra de la formation géologique particulière des Monadnock et de l'archipel des Pèlerins. Le seul fait d'être sur un bateau en direction d'une île au beau milieu du fleuve constitue une aventure dès le départ de Rivière-du-Loup. Accompagné par les oiseaux marins, les baleines, phoques et autres, le visiteur découvre un monde qui lui était jusqu'alors inconnu ou qu'il est toujours agréable de retrouver. À l'île aux lièvres, c'est la nature qui nous accueille. Évidemment, le citadin aura besoin d'une période d'adaptation afin de s'imprégner du calme des lieux. Jean Bédard constate qu'à chaque fois, le séjour est toujours réparateur. Ils arrivent ici stressés, ils ont planifié tout ça, puis là, ils se sont fait peut-être brasser un petit peu en bateau, ou encore, si la mer est calme, ils pensaient voir des belugas, ils n'en ont pas vu, ils débarquent, ils sont où est-ce que c'est le chalet, puis n'oublient pas les valises, puis quand ils repartent, c'est d'un calme, ils sont zen, ils sont comme on les a inspirés, mais pas nous, mais la nature les a inspirés. À l'île aux lièvres, le quotidien du visiteur consiste à explorer les lieux à son rythme. Rien ne presse dans cet environnement au charme sans pareil, où calme et relaxation sont les mots d'ordre. Les amateurs de randonnée pédestre sont véritablement comblés à l'île aux lièvres. L'endroit compte pas moins de 45 km de sentiers. Les paysages diffèrent d'un sentier à l'autre. Quelquefois, le randonneur a besoin d'un tout petit peu d'aide, mais la récompense en vaut la peine. À chaque détour, c'est un paysage nouveau et merveilleux qui s'offre à lui. Bien qu'ils soient moins nombreux qu'aux îles du Pô, plusieurs oiseaux fréquentent aussi l'île aux lièvres. Pas seulement des oiseaux nicheurs, il y a aussi une présence de fous de bassin. Ce
Ça, c'est assez particulier. Là. Les fous de bassin, en fait, ont de la difficulté à trouver leur nourriture dans le coin de l'île de Bonaventure. Les proies se déplacent et là, ils doivent parcourir parfois jusqu'à plus de 400 km à l'aller et au retour pour s'alimenter. Donc, au printemps, là, on parle de centaines de fous de bassin dans le secteur de Rivière-du-Loup, étant donné que c'est très riche pour ce qui est des poissons, évidemment. C'est de ça que le fou de bassin se nourrit. L'environnement immédiat de l'île aux Lièvres est aussi très fréquenté par les mammifères marins, que ce soit pour se reposer ou se nourrir. C'est sûr que les îles du Saint-Laurent sont très importantes pour les colonies de phoques qui fréquentent l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. On a deux principales espèces dans Saint-Laurent, on a le phoque gris et le phoque commun. Le phoque commun, lui, il vit à l'année chez nous. Donc, il va même, au-delà de venir s'alimenter, il va se reproduire, il va donner naissance à ses petits, il va allaiter et il va donner les soins parentaux dans le Saint-Laurent. Puis l'île aux Lièvres, c'est une île importante pour la colonie de phoques communs de l'estuaire. Il va y avoir un endroit, une échourie, donc un endroit où les phoques vont se reposer, muer, se reproduire. Et ça revêt d'une importance quand même capitale pour la survie de l'espèce. En fait, une échourie, les caractéristiques pour que ça soit une bonne échourie pour les phoques, il faut que ça soit facile d'accès. On sait que les phoques ne sont pas très agiles sur l'eau, ils ont des membres postérieurs, antérieurs réduits, donc ils vont ramper. Donc il faut que ça soit un endroit qui soit assez accessible à marée haute, comme des rochers plats par exemple, ou des plages de sable, des endroits facilement accessibles. Et à l'île aux Lièvres, on retrouve des plages, on retrouve aussi des rochers plats qui plongent dans l'eau. Donc, à marée haute, les phoques souvent vont repartir avec la marée et à marée basse, ils vont venir s'échouer sur ces îlots-là, ces îles, ces plages de sable qu'on appelle des échoueries. L'île aux Lièvres est un endroit fantastique pour faire l'observation de phoques communs. Que ce soit avec un bateau, qu'on fasse le tour de l'île, ou que ce soit en randonnée pédestre, il y a des endroits quand même qui sont protégés, où on ne peut pas se rendre sur place, mais les caractéristiques de l'île aux Lièvres font que c'est un endroit exceptionnel pour les phoques communs et la survie de cette espèce-là. Ici Mireille Poulain. Aujourd'hui, à la chronique Go Oiseau, nous parlons du faucon pèlerin. Le faucon pèlerin est le plus gros faucon qui niche dans le sud du Québec. Il niche sur des falaises. Cependant, pendant plusieurs années, il a été affecté par le DDT, un insecticide très toxique. À cause de la contamination de ses proies, le faucon pèlerin lui-même était contaminé et la coquille de ses œufs était rendue trop mince. Alors, les œufs éclataient lorsque la femelle essayait de les couver. Depuis les années 70, les populations du faucon pèlerin sont en rétablissement. On a pris plusieurs mesures pour l'aider. Au début des années 2000, pour chacun des nids répertoriés du faucon pèlerin dans le sud du Québec, on a identifié les menaces et aussi on a identifié les moyens de contrer ces menaces-là. Par exemple, certaines falaises qui étaient ouvertes à l'escalade sont désormais fermées. Pourquoi? C'est simplement pour éviter de déranger les nids des faucons pèlerins. Le faucon pèlerin a trouvé des alternatives aux falaises et s'est installé à d'autres endroits, par exemple sur des gratte-ciels à Montréal ou à Québec, par exemple. Ces nouveaux habitats sont de plus en plus exploités et aident la population à prendre de l'expansion. Le faucon pèlerin peut aussi nicher sous les ponts, mais c'est un endroit plus risqué parce que lorsqu'ils veulent prendre leur premier envol, les jeunes peuvent se noyer. Pour distinguer les faucons des autres oiseaux de proie, on regarde la forme des ailes, car les ailes du faucon sont pointues. Chez les autres oiseaux de proie, c'est plutôt arrondi. Dans le Bas-Saint-Laurent, on retrouve le faucon pèlerin, entre autres, sur les îles Les Pèlerins et aussi
à Gros Kakuna, sur la falaise. Sur les îles des Pèlerins, les faucons sont protégés du dérangement puisqu'ils font partie d'une réserve nationale. Le faucon pèlerin est un oiseau très intéressant à observer et nous sommes chanceux de l'avoir sur les îles du Bas-Saint-Laurent. La forme particulière du fond marin de certaines îles, dont l'île aux lièvres, sert aux mammifères marins pour y piéger leurs proies. Que ce soit l'île aux lièvres ou l'île Rouge, par exemple, dans le Saint-Laurent, certaines inclinaisons, certains endroits, certains côtés de l'île vont servir à ces mammifères-là, comme le petit rorqual, à piéger le poisson. Donc, ça va être des endroits stratégiques pour s'alimenter. Donc, autour de l'île aux lièvres et certaines îles du Saint-Laurent, on va retrouver une abondance de petits rorquals utilisant différentes stratégies pour capturer leur nourriture. Par exemple, ils vont faire des sauts de grenouille, ils vont remonter à la surface, ils vont chasser le poisson sous l'eau et rendu proche de l'endroit où ils ont piégé le poisson, ils vont remonter à la surface, souvent la gueule ouverte, vont la refermer à la surface, on appelle ça les sauts de grenouille, donc il y a différentes techniques d'alimentation qui vont être utilisées, mais lorsqu'ils s'alimentent, on le voit très bien, souvent les sillons ventraux, qui normalement sont blancs, vont être gorgés de rouge, ça va donner une teinte rosée, si vous voulez, à la poche ventrale. Les eaux entourant l'île aux lièvres sont peuplées de nombre de canards et de mammifères marins. Ceux-ci ne fréquentent pas les environs par hasard, puisqu'il semble qu'une importante quantité de poissons s'y trouve. Dans les années 90, il y a une frayère, une population de harengs, qu'on dit la population de l'île verte, qui a été caractérisée. Et les adultes vont se reproduire à cet endroit-là. Puis, il va y avoir un déplacement des larves dans le secteur de l'île Blanche et de l'île aux lièvres. Donc, à cet endroit-là, les larves de harengs vont se développer et on va retrouver une grande abondance de ces poissons-là en plein développement. Et c'est sûr que présentement, cette frayère-là, les données datent des années 90, comme je vous disais. Elle est présentement à l'étude pour la recaractérisation. Mais il y a un lien à faire parce qu'on sait qu'on a beaucoup de belugas dans le secteur, notamment à Kakuna, à Rivière-du-Loup, dans le Kamouraska, qui viennent dans le secteur pour donner les soins à leurs jeunes et s'alimenter. Donc, il y a un lien à faire entre la frayère à harengs et la présence de belugas là, dans le secteur, c'est sûr. Lorsque le visiteur a la chance de faire le tour des îles en bateau, il n'est pas rare qu'il croise nombre de mammifères marins. Quand on fait des excursions autour de l'île aux lièvres, autour des îles, on peut observer une grande quantité des troupeaux de belugas, notamment des femelles et leurs jeunes. Donc, les mammifères marins sont très présents autour de cette île-là, qui est notamment utilisée là, à titre d'endroit pour l'élevage des jeunes harengs. Des harengs, d'ailleurs, on en a ici. Autrefois, il se faisait une pêche très importante, d'ailleurs, autour de l'île verte, un petit peu partout, même à Rivière-du-Loup, dans le Kamouraska, directement là, autour là, des frayères à harengs. Du côté nord de l'île aux lièvres, souvent le randonneur peut aussi admirer nombre de mammifères marins, quelquefois même de très près. Les plages de l'île aux lièvres, c'est un endroit formidable pour l'observation de mammifères marins. Donc, le côté nord, en fait, donne vue, si vous voulez, sur une zone. Si on pouvait enlever l'eau et voir le fond sous-marin, on verrait que ça devient beaucoup plus profond. Et on est très près du chenal laurentien, qui est une ancienne vallée glaciaire de 350 mètres de profond, qui s'ouvre dans l'océan Atlantique, qui nous amène de l'eau salée, des eaux très froides et très riches en nutriments, qui remontent à la surface et qui favorise le foisonnement de la vie dans le secteur. Notamment, on parle du krill, on parle de petits poissons comme le caplan, les harengs, etc. Donc, toute cette abondance-là de nourriture va favoriser la présence des mammifères marins, petits rorquals, belugas et autres. En fait, la biodiversité du secteur permet à une foule de mammifères marins
de trouver une nourriture vraiment abondante. On peut même dire que tous y trouvent leur compte. Donc ici, on a le réseau alimentaire simplifié du Saint-Laurent. En un, c'est sûr que ce sont tout ce qu'on appelle les algues microscopiques, donc ce qu'on appelle le phytoplancton, qui va être consommé par ce qu'on appelle le zooplancton, les copépodes, le krill, et à son tour, il va être consommé par les poissons, les espèces fourragères, le hareng, le caplan, le lançon, qui composent en grande partie l'alimentation des cétacés, qu'on parle des cétacés comme par exemple le rorqual à bosse, le petit rorqual, le beluga aussi, donc des espèces fourragères saisonnières. Vont servir aussi dans l'alimentation des phoques, en fait à tout le réseau alimentaire. Duvénor est aussi propriétaire de l'archipel des Pèlerins, composé de 5 îles. Vu de la rive, on peut reconnaître ce que la légende dit être un pèlerin couché dans l'eau. L'archipel des Pèlerins, écoutez, c'est intéressant. D'abord, au point de vue historique, cet archipel-là a été concédé dans les années, je ne me souviens pas de la date exacte, là, parce que vous me prenez un peu au dépourvu, mais dans les années 1690, je dirais. Et à ce moment-là, c'était concédé pour offrir des opportunités de pêche. Et ça a été concédé d'une façon un peu spéciale. Même les chenaux entre les îles ont été cédés. Et c'est particulier à cette concession-là. Donc, c'était un lieu de pêche. Il y avait même une pêche pour le beluga, une pêche à fascine entre la rivière des Caps et les îles Pèlerins. Mais de façon générale, ça n'a pas été exploité pour autre chose que la pêche. Il n'y a pas de forêt là-dessus qui vaut la peine qu'on l'exploite. Et la période la plus intéressante, c'est au moment où ils ont installé un phare en 1862, en même temps que le phare du Poil-Eau-de-Vie, aller jusqu'à l'abandon du phare en 1962 ou 63, je crois. Donc presque 100 ans, là aussi. Là, c'était une espèce de lieu, une plateforme tournante pour les gens de Saint-André, les gardiens de phare, les gens qui venaient visiter, la famille des gardiens, les amis, les cousins, les neveux, les nièces. C'était presque une extension du village de Saint-André. Et ça a duré jusqu'à 1962, quand ils ont décidé d'abandonner l'aide à la navigation. Alors, par la suite, on a considéré qu'il y a des risques à accéder là. Le milieu est très accidenté. On ne peut pas facilement faire de tourisme là. Les opportunités pour de l'eau potable sont à peu près inexistantes. L'accès par bateau est difficile à partir de Rivière-du-Loup. Il est impossible à partir de Saint-André à cause des distances. À partir de Rivière-du-Loup, c'est très difficile d'aller là. Donc, on a dit on va garder ça intégralement. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux marins dans les falaises côté nord de toutes ces îles-là. Beaucoup d'eider à duvet qui nichent aussi. Et un milieu qui doit rester comme ça, préservé intégralement. Bonjour, je suis Jean-David Viel. Bienvenue aux Échos du Large. Aujourd'hui, les monarques... Donne-moi ma feuille, Ah! Aujourd'hui, les monadnocks. Les îles Pèlerins, situées en face de Saint-André de Kamouraska, sont une curiosité géologique. Contrairement aux autres îles du Bas-Saint-Laurent, qui sont formées principalement de roches sédimentaires, les îles Pèlerins sont formées d'une roche ignée, une roche magmatique, une roche très dure, qu'on appelle du quartzite. En fait, les îles Pèlerins sont la continuité des îles terrestres que l'on retrouve dans la plaine de Kamouraska. Que sont ces îles terrestres? Bien, ce sont tous les butons que l'on voit dans le secteur de Saint-Pascal qui forment les parois d'escalade de Saint-André de Kamouraska. Ces montagnes sont connues comme étant les monadnocks. Qu'est-ce que c'est qu'un monadnock? Bon, c'est un terme amérindien qui signifie montagne dans les plaines. Les gens du coin vont plutôt parler de caburon ou de cabouron
pour désigner ces massifs rocheux. En fait, si vous avez la chance de consulter une carte topographique, vous verrez bien que les îles Pèlerins sont dans un alignement discontinu avec toutes les autres montagnes de la plaine de Kamouraska et de Saint-Pascal. C'est une même formation rocheuse qui est qualifiée du relief de Kamouraska ou des monadnocks de Kamouraska. Ces roches étant très dures, elles ont subi de l'érosion, mais à un rythme moins grand que toutes les roches sédimentaires autour. C'est pour ça qu'elles surgissent au niveau du sol, créant ces amoncellements de roches qui donnent à ce panorama une stature si particulière. Le niveau du fleuve serait plus bas, bien, les îles Pèlerins ne seraient que d'autres montagnes dans cette suite de collines. Cette roche très dure a fait en sorte que la colonisation sur les îles Pèlerins n'a pas été possible. Il n'y avait pas de terre à cultiver, on ne pouvait pas bêcher, creuser. Ce qui fait que les îles ont toujours été un lieu de refuge pour les oiseaux migrateurs, pour les éders, pour les cormorans. Le secteur des îles Pèlerins est également un endroit très important pour une population animale particulière, les bélugas du Saint-Laurent. À l'été, après la mise bas, les femelles et les jeunes se retrouvent dans les environs des îles Pèlerins. Ils retrouveront dans le coin une nourriture abondante formée de petits poissons, harengs, capelans et perlans, qui fera en sorte que les jeunes pourront profiter rapidement. À l'été et à l'automne, ces groupes familiaux, formés de femelles et de jeunes, migreront vers le nord du Saint-Laurent pour aller dans les eaux plus profondes au large de Trois-Pistoles de Rimouski. L'île aux Lièvres est une destination fascinante à plusieurs niveaux. Le calme et le repos y sont rois, mais le citadin y retrouvera surtout un dépaysement bienvenu. Si la Société du Vin-Nord a tout fait pour aménager les lieux, afin que le touriste y trouve tout le confort voulu, la nature, elle, se pare chaque jour de ses plus beaux atours pour émerveiller le visiteur qui en repart toujours avec une seule idée en tête, y revenir. Je m'appelle Marc Larouche. On est à la pointe de Rivière-du-Loup avec Karine Lebel de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Karine, bonjour. Et bonjour. Une chronique que l'on attendait avec impatience. Vous nous parlez aujourd'hui de bouffe. On parle d'agrotourisme. Effectivement, le tourisme gourmand. Tout le monde aime ça manger, découvrir des petits coins, découvrir des plats qu'on se fait pas souvent ou des petites épices particulières, justement. Donc, oui, au Bas-Saint-Laurent, on a un riche potentiel un petit peu partout. On a de magnifiques fromageries. On pense à la fromagerie Le Mouton Blanc, le Détour dans le Témiscouata. On a la fromagerie La Tête des Basques. On a la Tête sur le Bio aussi dans le coin de Sainte-Luce. Donc, on a un riche terroir pour la fromagerie. Si on pense aussi à la bière, on a des belles microbrasseries, le Bien le Mat à Rimouski. On a aussi la Tête d'Allumette. On a à Rivière-du-Loup ici les Fous Brassants. Donc, il y a de tout pour tous les goûts, effectivement. Il y a de tout pour goûter le Bas-Saint-Laurent. Oui, effectivement. On a mis sur pied cette année, justement, pour donner le goût aux gens de découvrir encore plus ces produits qu'on a au Bas-Saint-Laurent. Un magazine, le magazine à la BSL pour Bas-Saint-Laurent pour les intimes, dans le fond. Et puis, cette brochure-là, bien, elle explique un petit peu tout ce qu'on a comme produits, les produits de la mer, la sériculture, ou faire des pique-niques aussi. Il y a des interviews aussi avec des grands chefs, des personnalités régionales, toujours dans le domaine de la gastronomie. Effectivement, tout le monde connaît notre chef célèbre Colombe Saint-Pierre ou celui aussi Hugues Massé du Chemin Faisant. Donc, c'est des portraits, où ils en sont, comment ils sont arrivés là. Donc, de tout pour tous les goûts là-dedans. On l'a ici, cette magnifique revue. Il y a des textes extraordinaires là-dedans, je le sais, c'est moi en partie qui les a écrits. Alors, on la retrouve à quel endroit? Vous pouvez vous la procurer gratuitement partout dans les bureaux d'information touristique, sur notre site Internet. Donc, vous pouvez la commander sans problème. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre périple sur l'île Notre-Dame des Sept Douleurs, la seule île habitée du Bas-Saint-Laurent. Nous y découvrirons des gens authentiques et très colorés.
Ici Michel Hervé, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine et bon vent.